Tout juste 8h33 sur BFM TV et RMC. Mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Benjamin Duhamel. Alors d'abord évidemment la discussion sur la réforme des retraites, elle commence cet après-midi en séance au Sénat. Vous soutenez le texte. Vous avez d'ailleurs encore vu Elisabeth Borne, la première ministre, hier à Matignon pour vous accorder. En fait, avec Gérard Larcher, vous êtes les 44e et 45e membres du gouvernement, non? Non, tout simplement parce que jamais nous serons la béquille du macronisme. Mais pourtant, vous soutenez le texte, hein? Non. On va soutenir le texte, mais on va le modifier. Mais ce que je veux dire à vos téléspectateurs, c'est que les choses doivent être claires. C'est pas nous qui allons voter la réforme d'Emmanuel Macron. C'est la majorité d'Emmanuel Macron qui va voter la réforme que le Sénat, depuis 4 ans, vote à l'automne tous les ans. Enfin, vous rendez quand même service au gouvernement en faisant en sorte d'être plus allant, plus coulant que vos collègues de l'Assemblée nationale. Non, c'est pas notre optique. Notre seule optique, c'est pas de savoir s'il faut, oui ou non, soutenir Emmanuel Macron ou son gouvernement. Notre optique, c'est est-ce qu'on va sauver le régime des retraites par répartition? Il y a 2 faits qui sont incontournables. Dans les 10 ans, plus de 150 milliards d'euros de déficit. Et dans les 10 ans, et même dans les plusieurs décennies à venir, on aura toujours plus de pensionnés et toujours moins de cotisants. Donc il y a un problème d'équilibre. Certains disent on ne fait rien. Bien sûr, on ne fait rien. C'est la banqueroute assurée pour le régime des retraites. Ce sera le chacun pour soi. Et si c'est le chacun pour soi, ce sont les plus modestes des Français qui vont trinquer. Le député Les Républicains Aurélien Pradié dit que vous êtes les complices, que vous risquez d'être les complices du gouvernement. Non, la seule ligne, c'est la ligne de l'intérêt général. Non, mais les mots sont forts, complices du gouvernement. Ce sont des sorties chaque jour. Je ne peux pas passer mon temps à commenter les commentaires d'Aurélien Pradié. Ce qui m'importe, moi, et ce qui importe la majorité sénatoriale... C'est le fond de cette réforme. C'est l'intérêt national. Et on va y venir. Et peu importe des petits positionnements politiciens des uns et des autres. 4718 amendements ont été déposés contre près de 20 000 à l'Assemblée. Vous êtes beaucoup plus docile qu'à l'Assemblée nationale, beaucoup plus sage, en fait. Écoutez, c'est le Sénat d'abord, et quand on voit l'image... C'est quoi, c'est un train de sénateurs? Non, au contraire, ça va aller plus vite. Non, attendez, quand on voit... Regardez, posez la question aux Français. Faites des micro-trottoirs. Et ils vous iront l'écœurement qu'ils ont eu à voir les débats réduits à des pugilats. Ça n'est pas ça, le Sénat. Bien sûr que le débat va être rugueux, mais il sera respectueux. Il ira au bout. Bien sûr qu'il sera passionné, mais il sera aussi raisonné. Et j'espère bien qu'il ira au bout. Et je préviens d'ailleurs nos oppositions. Ils veulent voter, par exemple, l'article 7. Très bien. Ils veulent voter l'article 7 le 7 mars, au moment de la mobilisation de la grève. Après le 7 mars. Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes, dit qu'il y a une sorte d'accord. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on ne votera pas l'article 7 avant le 7 mars. Pas avant, mais le 7 mars. Et nous ne tolérerons pas qu'on ne voit pas les articles suivants. Article 8, 9 et 10. L'article 10, les petites retraites, ça n'intéresse pas la gauche de discuter pour les Français des petites retraites. L'article 9, l'usure professionnelle. C'est pas intéressant d'en parler, d'en discuter, de voter. L'article 8, l'invalidité, l'incapacité, les travailleurs handicapés. Donc vous dites aux oppositions, l'article 7, le 7 mars ou après? Non, le 7 mars. Le 7 mars, donc article 7, le 7 mars. Mais attention, il faudra faire tous les autres articles et on utilisera tous les moyens qui sont en notre possession au Sénat. Bien sûr, parce que le Sénat doit faire écouter sa différence par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où on a assisté à du n'importe quoi, à la guignolisation du débat public. Bon, mais ça suffit pas d'avoir des débats respectueux. Notre job à nous, et on est payé pour ça, c'est de voter. Le rôle du Parlement, c'est pas seulement de discuter, de parler, c'est aussi de discuter pour éclairer une délibération. Et c'est donc de voter. Alors Bruno Retailleau, on va rentrer dans le détail du texte. Alors vous avez un point de désaccord là pour le coup avec l'exécutif sur la question des régimes spéciaux. Vous souhaitez aller plus vite que ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire la fin des régimes spéciaux seulement pour les nouveaux entrants. Et hier à ce micro, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a dit niet, on reste tel quel. C'est quoi, le gouvernement a peur de la rue selon vous? Non, parce que ça c'est une mesure populaire. Une mesure que soutient une grande majorité de Français. Peur de la rue en l'occurrence, peur de la mobilisation de ces régimes spéciaux, par exemple le 7 mars. Moi j'ai écouté le président de la République qui a été interpellé, je ne sais pas si vous l'avez noté, à un moment donné, lorsqu'il inaugure le salon de l'agriculture, il est interpellé par un visiteur qui lui parle des régimes spéciaux. Et il lui répond, mais la réforme des régimes spéciaux, c'est un progrès social. Eh ben moi, sans être devenu macroniste, je suis d'accord là-dessus, vous voyez, ce sera ma contribution au progressisme, si j'ose dire. Non. Très sérieusement, je pense que si cette réforme
doit être comprise par les Français. Les Français ne pourront l'accepter que s'ils ont le sentiment d'une justice. Oui, mais là, le gouvernement dit non. Le gouvernement dit, là-dessus, on ne bougera pas. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous dites, peut-être on va revoir notre soutien à la réforme compte tenu de cette prise de position? Tout à l'heure, mon souci, c'est pas le gouvernement. Mon souci, c'est pas Emmanuel Macron. Ce sont les Français. Et je pense qu'on va demander des efforts aux Français. Pourquoi est-ce que on n'exigerait pas les mêmes efforts pour des régimes spéciaux? Parce qu'ils veulent faire du chantage, parce qu'ils sont en capacité de bloquer la France, ça n'est pas tolérable. Ils font du chantage, en l'occurrence, la RATP, les autres régimes spéciaux. Bien sûr, le chantage au blocage. Et je vais même plus loin. Qu'est-ce que c'est que la clause grand-père? La clause grand-père, c'est de dire ceux qui sont dans ces régimes spéciaux, ils verront pas en réalité la réforme. C'est les seuls sur lesquels la réforme ne s'appliquera pas. Est-ce que c'est normal? C'est 43 ans la clause grand-père. Plus, on reste en retraite 20-25 ans. Ça veut dire 43 plus 20-25 ans. Vous vous rendez compte? On arrive à la fin du siècle. Est-ce que c'est tolérable? Donc, vous savez que dans le privé et dans le public, pour les fonctionnaires, le décalage des 2 ans va progressivement s'appliquer. Donc juste pour être très clair, même si le gouvernement dit non, vous espérez encore que cette mesure soit votée? Vous n'abandonnez pas le combat des régimes spéciaux? Bien sûr que non, je le porterai avec mes collègues sénateurs. Et là encore, que personne ne s'en étonne, puisque depuis 4 ans, on vote cet amendement 62 à 64 ans, le recul de l'âge de départ et les 43 annuités. Mais dans l'amendement, on a toujours aussi un alinéa qui dit on veut une convergence des régimes spéciaux. On proposera une convergence jusqu'en 2040. C'est très progressif. Ça n'est pas brutal ni violent. On vous a entendu, Bruno Retailleau, il y a un régime autonome, là pour le coup, dont vous ne parlez pas beaucoup, c'est le vôtre, celui des sénateurs. La gauche sénatoriale propose de le réformer, mais vous n'êtes franchement pas enthousiaste, c'est même un euphémisme. Donc si je comprends bien, vous voulez la fin des privilèges, sauf pour vous. C'est faux. C'est faux. Quand vous dites qu'on ne veut pas la réformer. Non. Quand vous dites ici, à l'antenne, que nous ne voulons pas le réformer, je vous annonce à l'antenne que nous devrons réformer, nous aussi, pour nous appliquer un certain nombre de paramètres de la réforme générale. C'est-à-dire que dans le régime du Sénat. Monsieur Retailleau, quand on pose la question notamment à Gérard Larcher et qu'on dit qu'il faudrait que le régime des sénateurs soit aligné, par exemple, sur celui de la fonction publique, il dit non, c'est une caisse autonome. Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, pour un mandat de 6 ans, un sénateur touche une pension de retraite de 2190 € net par mois. Est-ce que ça, il faut changer? Parce que vous comprenez que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, se disent, bien sûr, c'est beaucoup quand même. Hein, eh bien, quand on nous demande des efforts. Gérard Larcher va demander et proposera dans les prochaines semaines une réforme où on appliquera par exemple l'âge de départ de 62 à 64 ans, où on réformera le régime du Sénat. Et moi, je suis favorable, encore une fois, à la modification de ce régime pour tenir compte des paramètres de la réforme. Est-ce que vous faites comme à l'Assemblée en les alignant sur le régime de la fonction publique comme ça a été fait en 2018? C'est-à-dire on met tout à plat, même règle que la fonction publique. Il faut surtout pas faire comme l'Assemblée. Pourquoi? Parce que l'Assemblée demande à l'État de contribuer à hauteur de 70 millions d'euros par an. Nous, on ne demande pas de contribution à l'État. Tout simplement parce que depuis 2005, on a cotisé beaucoup plus. On cotise à hauteur de 20%. Les députés à hauteur de 14%. Oui, alors c'est vrai que vous cotisez plus et vous avez une pension de retraite in fine qui est plus avantageuse. Mais non, sauf que dans les indemnités au mois par mois, ça fait 350 € de différence. C'est-à-dire que nous, ces 350 €, on va les mettre dans la caisse autonome. Mais en tout cas, vous entendez cette demande d'exemplarité des Français qui disent les sénateurs? Bien sûr, ça suffit. Il ne faut pas qu'ils aient de privilèges. Ça, vous l'entendez? Non, mais être sénateur, c'est pas un métier, c'est un mandat. Et on doit en tenir compte, évidemment. Sur la question des femmes, Bruno Retailleau, le gouvernement soutient votre proposition de surcote de pension pour celles qui ont des enfants. Vous dites d'ailleurs c'est une politique nataliste, il faut l'assumer telle quelle. Sandrine Rousseau, l'écologiste par exemple, vous répond lâchez nos utérus. Qu'est-ce que vous lui dites? J'ai rien à dire à Sandrine Rousseau, mais ce qui est rassurant, c'est que ou en ce que je dis aux Français, c'est qu'il y a une façon très simple de savoir où est la bonne direction. Vous écoutez Sandrine Rousseau, elle dit blanc, faut penser noir, tout simplement. Voilà. Non. Donc là, c'est votre règle. Encore une fois, le régime par répartition, c'est un régime intergénérationnel où on doit trouver un équilibre entre ceux qui cotisent, les actifs, et ceux qui ne cotisent plus, ceux qui sont pensionnés. C'est donc un régime démographique. Or, les mères de famille vont supporter une injustice qui est pour moi la plus grave, alors qu'elles ont contribué à l'équilibre du régime par répartition, parce qu'elles ont eu des enfants. Madame Rousseau devrait l'écouter, parce qu'elles ont eu des enfants. Et surtout, je parle des femmes qui n'ont pas les salaires qui leur permettent, si j'ose dire, de prendre des congés de maternité assez longs. Je parle d'abord de ces femmes-là. Elles élèvent des enfants et du coup, il y a un retentissement sur leur carrière professionnelle qui sont moins valorisées que celles des hommes. Et donc là-dessus, surcote de 5% quand on a eu des enfants là-dessus. C'est trop important. Et comme la carrière professionnelle est moins valorisée, les retraites des femmes sont moins valorisées. La preuve,
les 3/4 des petites retraites en France, ce sont des femmes. Donc moi, je veux que pour les mères de famille qui ont eu des enfants, il y ait une surcote pour qu'on rétablisse la justice, parce que... Et vous faites le lien, juste d'un mot, vous faites le lien avec l'immigration, je vous ai entendu bien dire, sûr. c'est ça ou l'immigration? Mais bien sûr. Du mal à comprendre. Je vais vous dire, monsieur Delevoye, à l'époque, au commissaire, aux retraites, lui avait très bien compris. En 2019, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, voilà, on a un problème de démographie, donc s'il n'y a pas plus d'enfants, il faudra qu'en Europe, on ait 50 millions de plus d'immigrés en 2050 pour faire fonctionner la machine démographique. Je peux vous lire une phrase de Bruno Retailleau simple à ce sujet? Allez-y. Je vous lis une phrase. Le choix est clair, soit on a recours à l'immigration, et c'est ce qui est fait aujourd'hui, soit on met en place une politique nataliste. Exactement. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec le choix de l'enfant. Non, mais vous êtes d'accord avec cette phrase? Je suis d'accord avec le choix de l'enfant plutôt qu'avec le choix de l'immigration. Donc vous êtes d'accord avec cette phrrise? Vous savez qui l'a prononcée? Dites-moi. C'est Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national. Mais vous êtes à l'aise avec le fait de tenir exactement le même discours que le RN sur ce sujet? Mais j'en ai marre. J'en ai marre de ces commentateurs que vous êtes. Non, je pose une question, monsieur Retailleau. Monsieur Bardella a dit hier qu'à minuit, il faisait noir. Oui. Bah oui, moi je dis qu'à minuit, il faisait noir. Et alors? Monsieur Bardella, donc je pose la question, je parle commentateur, monsieur Retailleau, je pose la question. Moi je vous réponds du même ton que vous m'interrogez. Très bien. Vous auriez très bien pu me dire, mais monsieur Bardella est contre la réforme des retraites. Oui, monsieur Bardella, madame Le Pen, le Rassemblement national sont beaucoup plus proches de monsieur Mélenchon que de nous sur la réforme des retraites. Et alors? On a des différences par rapport à monsieur Mélenchon, pas monsieur Bardella, madame Le Pen, et on a de temps en temps des constats qui sont communs. Et moi je dis, et je conclus, et je le dis aux Français, le régime de retraite par répartition intergénérationnelle, c'est un régime démographique. Il n'y a pas 36 moyens sur la démographie. C'est les enfants ou l'immigration. Et moi, je fais le choix de l'enfant. Je le fais. Et vous aurez beau me dire que M. Bardella ou d'autres font le même, je m'en fiche. Je pose les questions. C'est ma conviction et je l'affirme haut et fort. On vous a entendu. Une toute dernière question précise sur le texte. Le gouvernement a beaucoup lâché aux députés les Républicains, notamment sur ce qu'on appelle les carrières longues. Est-ce que vous, au Sénat, pour des raisons d'équilibre financier, vous pourriez faire en sorte que ces concessions-là soient annulées pour partie? Ils ont eu raison, Éric Ciotti et notamment Olivier Marleix ont eu raison de pointer un certain nombre de problèmes sur les carrières longues. Puisque comme on va repousser de 2 années, ceux qui ont commencé à travailler de bonne heure, on doit en tenir compte. Moi, je serai notamment solidaire avec mes collègues. Donc de tout ce qu'ils ont obtenu? Non, sur la borne de 21 ans. Le point important, le point fondamental qu'ils ont obtenu, c'est une 4e borne pour les carrières longues de 20 ans à 21 ans. Donc celle de 17 ans? Celle de 17 ans, c'est d'abord du domaine du gouvernement, puisque c'est du domaine du décret réglementaire. Donc nous ne déposerons pas, évidemment, puisque c'est pas le domaine de la loi, un amendement là-dessus. Oui, jusqu'à 21 ans. Le reste, notre priorité. Donc celle de 17 ans, ça pourrait notre priorité pour nous, ce sont les mères de famille. Notre autre ligne rouge, on n'a que 2 lignes rouges. Les mères de famille et l'équilibre financier. Et l'équilibre financier, parce que ça sert à quoi de faire une réforme si c'est une réforme qui doit nous conduire à nouveau à des déséquilibres en 2030? L'origine de la réforme, c'est les déficits. Le point d'arrivée de la réforme, ça ne peut pas être encore et toujours des déficits.